Dans cette vidéo, nous allons présenter, décrire et analyser une œuvre que vous pourrez présenter lors de votre oral d'histoire des arts pour le brevet. Le titre du tableau qui va être l'objet de cet exposé est le suivant, Frère Bartolomé de Las Casas. Toutefois, l'œuvre ayant été réalisée par un artiste dont la langue maternelle était l'espagnol, précisons que le titre original était, et je suis désolée pour l'accent espagnol que je n'ai absolument pas, Fray Bartolomé de Las Casas. Quant à l'artiste, il s'agit de Félix Parra. Il s'agit d'une peinture à l'huile, réalisée sur toile, vers la fin du XIXe siècle, en 1875. La toile mesure environ 3,50 m de haut sur 2,6 m de large. Elle est conservée au Musée national d'art, dans le quartier historique de Cuauhtémoc, au cœur de Mexico, la capitale du Mexique. Ce musée, créé en 1982, possède la plus vaste collection d'art mexicain du pays. Il est assez difficile de nommer le mouvement artistique auquel se rattacherait la peinture de Félix Parra, car elle se trouve en réalité à cheval sur plusieurs mouvements et soumise à des influences diverses. Il est toutefois possible de parler des différents mouvements artistiques et des événements qui ont influencé sa création. Pour parler de cette première influence artistique, il est indispensable de parler du lieu où notre peinture vit le jour. Il s'agit de l'Académie d'art de San Carlos, à Mexico. Cette académie fut fondée à la toute fin du XVIIIe siècle, en 1785. Elle était alors la première académie d'art en Amérique, même si elle demeurait sous l'influence coloniale de l'Espagne. On y enseigna donc l'art tel qu'il était enseigné en Europe. Il s'agissait par exemple de recopier les œuvres des grands maîtres européens, tels que Raphaël. Le néoclassicisme faisait alors fureur en Europe. On l'enseigna donc à l'Académie de San Carlos. Ce mouvement consiste à réinterpréter l'art antique gréco-romain. Il fallait réaliser des peintures à la fois nobles, simples dans la composition et grandioses. Pour cela, les peintres empruntaient leur sujet à l'histoire antique en particulier, ou à la mythologie. Toutefois, ce mouvement artistique eut du mal à prendre au Mexique, dont l'histoire était très éloignée de l'histoire européenne. En outre, les peintres européens néoclassiques aimaient à peindre, comme c'était déjà le cas dans l'Antiquité, des sujets nus, ce qui choquait beaucoup les populations d'Amérique latine. La peinture mexicaine se détacha donc peu à peu du néoclassicisme européen, mais elle en conservait un aspect fondamental, le fait de peindre des sujets historiques. On peignit donc avec énergie de grands sujets ayant trait à l'histoire, mais à l'histoire du pays cette fois, que ce soit l'histoire mexicaine contemporaine ou que ce soit l'histoire mexicaine plus ancienne, tout en conservant une manière de peindre à la fois classique et très réaliste. Ce qui fit de la peinture d'Amérique latine du XIXe siècle une peinture vraiment à part. À l'époque à laquelle vécut notre peintre, Félix Parra, un programme avait été initié par le gouvernement de Porfirio Díaz, consistant à ériger des monuments dans Mexico à la gloire des héros nationaux. Le plus célèbre de ces monuments est peut-être celui de Cuauhtémoc, une figure historique indienne célèbre. Cuauhtémoc est en effet connu pour avoir été le dernier dirigeant de la civilisation aztèque, mort après avoir résisté aux envahisseurs espagnols. Au XIXe siècle, on en fit un symbole de la résistance nationale. Ce mouvement politique enflamma le besoin de secourir et de préserver ce qui restait de la culture préhispanique. Cette volonté de trouver de nouveaux héros au pays se ressent bien évidemment dans l'art et, en particulier, dans la peinture. Pour comprendre ce besoin de retourner à des sources culturelles anciennes, besoin qui se ressent dans la peinture de Félix Parra, il est nécessaire de rappeler très rapidement l'histoire mouvementée du Mexique. Nous sommes en 1519.
le Mexique est peuplé de plusieurs tribus indiennes, dont la plus puissante et la plus vaste est celle des Aztèques. Mais cette année-là, en 1519 donc, les Espagnols débarquent sur les côtes mexicaines, ramenant avec eux la variole, une maladie totalement inconnue en Amérique et qui fera des ravages parmi la population indigène qui n'était pas du tout immunisée. En 1521, l'Empire indien, l'Empire Mexicas, dont le dernier roi, même si le terme n'est pas tout à fait juste, fut Cuauhtémoc, rappelons-le, est détruit par les Espagnols qui créent alors leur propre forme de gouvernement. La Nouvelle-Espagne, qui voit peu à peu le jour. Parallèlement, d'autres colonies sont créées par les Espagnols, dont le Guatemala, Cuba et les Philippines, qui seront ensuite rattachées à la Nouvelle-Espagne, dont la capitale sera Mexico. Les Indiens survivants, quant à eux, sont réduits en esclavage. Toutefois, n'étant pas assez résistants aux maladies européennes ou aux mauvais traitements infligés par les Espagnols, ces derniers ramèneront de nouveaux esclaves, d'Afrique cette fois, pour travailler dans ces colonies. Un siècle à peine après l'arrivée des Espagnols, la population indienne avait été réduite de près de 90%. On estime qu'il s'agit là d'un des plus grands génocides de l'histoire. Au début du XIXe siècle, la population mexicaine était ainsi constituée dans sa grande majorité d'Espagnols, les Indiens n'étant plus que 3 millions. En 1810, alors que l'Espagne est occupée par la France, une guerre civile éclate au Mexique, aboutissant à l'indépendance du pays par rapport à l'Espagne, dont il ne dépendra plus. En 1821 est ainsi créé l'Empire du Mexique, puis en 1823, les États-Unis du Mexique. La politique du nouveau gouvernement sera d'assimiler les Indiens à une culture mexicaine, espagnole et catholique, et ce afin d'éviter toute révolte indépendantiste. Une nouvelle guerre avec les États-Unis d'Amérique, cette fois, aboutira à la cessation des terres du nord du Mexique aux États-Unis d'Amérique, dont le Texas en particulier, qui devint alors américain au milieu du XIXe siècle. Dans les années 1870, année qui nous intéresse tout particulièrement, le président du Mexique, Porfirio Díaz, fera du Mexique une dictature, industrialisant le pays et augmentant par là même les inégalités sociales. Cela aboutira à une guerre civile révolutionnaire en 1910, puis à un coup d'État en 1920. À l'époque à laquelle vit Félix Parra, la situation politique du Mexique n'est donc pas très optimiste. Le pays sort de plusieurs guerres, le gouvernement désire reconstruire le pays, et pour cela, il estime qu'il faut en priorité privilégier l'éducation. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'est créée l'Académie de San Carlos en 1847. Académie dont nous allons reparler tout de suite. Félix Parra Hernández, de son nom complet, est né le 17 novembre 1845 à Valladolid, un quartier de Mexico, aujourd'hui connu sous le nom de Morelia. Il meurt le 9 février 1919, à l'âge de 73 ans, à Tacubaya, toujours dans les alentours de Mexico. Félix Parra suivit une formation de peinture à l'Académie de San Carlos, à Mexico, au Mexique, de 1864 à 1878. Il y suivit en particulier les cours de peinture académiques et classiques. Ses talents y firent reconnus, ce qui lui permit de finir ses études en Europe. Il y restera durant 5 ans. À son retour au Mexique, en 1882, il enseignera dans l'Académie San Carlos avant d'en prendre la direction. On peut donc dire qu'il connut 3 grandes phases dans sa peinture, une phase très académique d'abord dans sa jeunesse, puis européenne, période durant laquelle il fut fortement influencé d'ailleurs par les impressionnistes français, et enfin une période mexicaine. En 1890, avec Gabriel Guerra, il décora le palais municipal de Mexico et y peignit notamment de très beaux plafonds. Ses tableaux les plus connus furent Galilée, démontrant ses nouvelles théories astronomiques à l'université de Padoue, peint en 1873, ainsi que le tableau que nous étudions, Frère Bartolomé de las Casas, en 1875. Son influence sur l'art mexicain du XXe siècle fut indéniable, car il contribua au passage d'un style très académique à un style plus avant-gardiste et centré non plus sur l'histoire européenne, mais bien sur une histoire nationale et mexicaine. Pendant plus de 3 décennies, il forma des générations d'artistes qui seraient les protagonistes de l'art du XXe siècle,
tels que Diego Rivera, José Clemente Orozco ou encore Roberto Montenegro. Quelques mois après sa mort, ses élèves organisèrent une exposition rétrospective à l'École nationale des beaux-arts. Ses œuvres font actuellement partie de 2 collections, le fonds Félix Parra du Musée national des arts qui compte 122 de ses œuvres, dont les documents et des croquis. Et une autre partie de sa collection se trouve au musée régional de Michoacano, à Mexico, qui compte 34 de ses œuvres. Les musées organisent régulièrement d'ailleurs des expositions qui lui sont dédiées. Il s'agit d'une scène se déroulant en extérieur et plus précisément au sommet d'un temple aztèque. On le comprend en observant l'architecture du lieu dans lequel se trouvent les personnages. Ainsi, les escaliers, la petite plateforme et l'entrée, se situant derrière le personnage principal, nous permettent-ils de déduire que nous nous trouvons au sommet d'une pyramide amérindienne. Rappelons que les temples aztèques étaient de hautes pyramides en pierre, soigneusement taillées, et occupant une place centrale dans la cité. Il s'agit sans doute de l'élément le plus caractéristique de l'architecture indigène préhispanique. Plus petites que les pyramides égyptiennes, les pyramides indiennes font tout de même généralement entre 40 et 70 mètres environ de hauteur. Un escalier central, très raide, sans rampe, mène au sommet de la pyramide, où se trouve le temple et l'autel sacrificiel. Les pyramides comportent cependant très souvent des paliers, dont le nombre est variable. Elles étaient ornées de riches bas-reliefs et de stucs, peints de couleurs vives, recouvertes par endroits de métaux précieux comme de l'or, et des sculptures parfois gigantesques pouvaient encore les enrichir. Parmi les pyramides les plus connues, citons la pyramide du soleil de Teotihuacan, celle de la lune ou encore celle du serpent à plumes. Or, nous retrouvons bien dans le tableau ces éléments caractéristiques. Les bas-reliefs, finement sculptés, et arborant des formes géométriques complexes. Un autel surmonté d'une statue de divinité, ainsi qu'une colonne, sculptée toujours. Au centre géométrique du tableau se détache la figure d'un prêtre. Il est clair que ce religieux appartient à l'ordre prêcheur des dominicains. On le reconnaît grâce à l'habit que porte le personnage central. En effet, les dominicains portent un habit de couleur blanche composé de 3 pièces. En dessous, une tunique ou une robe blanche, serrée par une ceinture de cuir. Par-dessus, un scapulaire blanc. Il s'agit d'une pièce de tissu sans manches qui repose sur les épaules. Et encore par-dessus, un capus brun. Il s'agit d'une dernière pièce de tissu reposant sur les épaules qui couvre le thorax jusqu'au sternum et les bras jusqu'au coude et se termine en pointe dans le dos. Il comprend en outre une capuche. Et enfin, depuis le XVe siècle, les dominicains ont ajouté à leur habit un rosaire de 15 dizaines porté à la ceinture. Alors je vous rappelle que le rosaire, c'est une sorte de grand collier utilisé dans la religion catholique pour réciter ses prières. L'ordre des prêcheurs, plus connu sous le nom d'ordre dominicain, a été créé au XIIIe siècle et appartient à la catégorie des ordres mendiants. Ils sont de fait proches du peuple, refusent d'accumuler les richesses et ont pour mission d'évangéliser, c'est-à-dire de propager la religion catholique dans le monde. Les lignes de force qui traversent le tableau de part en part sont résolument verticales. Elles passent par la colonne cassée, les bas-reliefs sur les murs du temple, ou encore la position même du prêtre, qui se tient droit et debout au milieu de la scène. Au pied du personnage, au premier plan du tableau, sont visibles 2 personnages. Tout d'abord, en bas à gauche, une femme en tenue traditionnelle indienne, à la peau mate, et qui se raccroche aux jambes du prêtre, enfouissant son visage dans le bas de la tunique du religieux, nous cachant ainsi son visage. La femme autochtone semble chercher réconfort et protection auprès de la figure centrale du prêtre, dont elle enlace les jambes avec fermeté. Ensuite, en bas à droite, gît le corps sans vie d'un Indien, presque dénudé, et dont le sang s'écoule, rouge, sur les marches de pierre claire.
Bien que certaines personnes aient avancé l'hypothèse que Félix Parra avait peint un Indien sacrifié, il semble quand même peu probable que ce soit le cas. En effet, et même s'il est vrai que la civilisation aztèque pratiquait le sacrifice rituel, et le sacrifice humain en particulier, le sacrifice était accompli d'une manière bien identifiable. Le sacrifié se faisant ouvrir la cage thoracique et arracher le cœur, ce qui n'est clairement pas le cas sur notre peinture. Il semblerait plus juste de comprendre que l'Indien représenté est mort, assassiné au pied de l'autel de ses dieux, probablement par des soldats espagnols. On peut donc à présent distinguer deux lignes de force supplémentaires, partant du sommet du crâne du prêtre, puis descendant vers les coins inférieurs du tableau, passant par le dos de la femme indienne à gauche et par le crâne de l'Indien assassiné à droite. Ces deux dernières lignes de force inscrivent ainsi les personnages dans un triangle dont le prêtre serait le sommet. Au second plan du tableau est représenté le décor du temple, visiblement en ruine. En effet, à droite du tableau, nous pouvons tout d'abord apercevoir une colonne brisée, et à côté d'elle, à droite encore, une autre renversée. Toujours à droite, mais cette fois-ci dans le coin supérieur, nous voyons qu'une partie du temple a été détruite. Toujours au second plan, en haut, au centre puis à gauche, on voit que la pierre a été noircie. On peut supposer que c'est le fait de flammes, et donc d'un incendie, sûrement allumé par les envahisseurs espagnols. À gauche, derrière la figure du prêtre, s'élève une statue de divinité païenne. Cette statue pourrait peut-être représenter une déesse. Je vais écorcher son nom, j'en suis désolée, je ne connais pas la prononciation exacte. La déesse Calquiuhtlicue. Cette déesse des rivières et des lacs était aussi considérée comme la protectrice des naissances et des rituels, lui était consacrée lors de la cérémonie des baptêmes aztèques. On l'invoquait notamment au moment de la naissance d'un enfant pour le laver des péchés de ses parents, l'eau jouant ainsi un rôle purificateur. Au pied de la déesse, des offrandes pendent encore, comme si les Indiens venaient tout juste de se faire attaquer. Plusieurs lignes de fuite sont également visibles et créent de la sorte une illusion de profondeur. Ces lignes de fuite partent soit des dalles du sol, soit des blocs de pierre sur les murs, et se rejoignent toutes dans un point de fuite, situé très exactement au centre du tableau. Centre du tableau qui se trouve être le centre, c'est-à-dire la taille, du personnage central, le prêtre dominicain. On peut d'ailleurs remarquer à quel point la composition de ce tableau a été bien pensée, soignée et organisée géométriquement, conformément aux règles du mouvement néoclassique. Enfin, l'arrière-plan est plongé dans l'ombre. Il s'agit de l'entrée du temple, située donc au sommet de la pyramide. On aperçoit toutefois en haut, à droite, de la fumée, ce qui confirme l'hypothèse que le temple a ou est en train de brûler. La lumière qui éclaire la scène vient d'en haut, à gauche, puisque le côté gauche du prêtre est éclairé, tandis que son côté droit reste dans l'ombre. On le comprend également en observant les ombres du personnage au sol. Le tableau est peint dans la même tonalité de couleurs, des couleurs chaudes, à savoir différentes teintes d'ocre, de jaune, de marron et de beige plus ou moins lumineux, avec une petite tache de rouge. Tout est fait pour mettre en valeur la figure centrale du prêtre. Tout. Sa position tout d'abord. Il est le seul personnage à se tenir droit et debout. Le fait qu'il soit le centre géométrique du tableau. Il est en effet le point de fuite, mais aussi l'endroit par lequel passe la principale ligne de force. D'ailleurs, rappelons que les lignes de force qui formaient un triangle entre les trois personnages, c'était lui qui en était le sommet. Il est mis en valeur également par la lumière. De fait, il est des trois personnages du tableau, et de tous les éléments du tableau en général, celui qui est le plus éclairé. Les couleurs aussi le mettent également en valeur. Il porte, grâce à son habit de dominicain si reconnaissable, les couleurs à la fois les plus claires et les plus foncées du tableau. Il s'agit du beige lumineux de sa tunique et de son scapulaire, qui contraste vivement avec le marron foncé du capus. Il apparaît par conséquent comme un être lumineux et illuminé, sans doute par la grâce divine. Il porte d'ailleurs son regard vers les cieux, vers Dieu donc. Mais, il est intéressant de noter qu'il est tourné non pas vers la lumière, mais vers l'ombre. Car c'est bien dans les ténèbres que le prêtre ne va pas hésiter à plonger son regard
pour dénoncer les exactions de ceux qui ont perpétré le massacre au milieu duquel il se tient. Le massacre en question, il s'agit de celui des populations amérindiennes, en particulier la population aztèque, lesquelles sont symbolisées par les deux personnages couchés aux pieds du prêtre. À gauche, la femme, dont Félix Parra nous cache volontairement le visage. En l'anonymant de la sorte, le peintre en fait la représentante, l'allégorie de tout un peuple en détresse. À droite, l'homme étendu et dont le bras pend sur les marches, tandis que son sang rouge goutte sur le beige clair de l'escalier. L'homme, dont on voit uniquement le devant, ne porte aucun coup visible, justement sur ce devant. On peut donc supposer que le coup qui l'a tué a été asséné par derrière, ce qui fait de ces meurtriers des lâches, plus d'être cruels. Car il ne faudrait pas oublier l'endroit où l'homme a été tué. Il a été assassiné dans un temple, c'est-à-dire un lieu saint, comme nous le rappelle le statut de la déesse. D'ailleurs, la déesse qui a été choisie par Félix Parra est une déesse pacifique, protectrice, la déesse qui purifie les hommes de leurs péchés. Les envahisseurs sont donc lâches, cruels, bien plus cruels que les Aztèques, dont la déesse la plus représentative est pacifique, mais en plus de ça, ils sont impies, puisqu'ils ne respectent même pas la sainteté du lieu qu'ils ont pillé, détruit et brûlé sur leur passage. Alors qui sont ces envahisseurs ? Eh bien, les Espagnols, blancs, venus avec Cortés pour exploiter les richesses du Nouveau Monde, au nom de Sa Majesté, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Charles Quint. Ces conquistadors massacreront une grande partie des populations indigènes et réduiront l'autre partie en esclavage. Et pourtant, la femme anonyme du tableau se tourne bien vers un homme blanc, comme si elle cherchait en lui son salut. Un homme qui tient d'ailleurs dans sa main un crucifix, comme s'il voulait demander pardon à Dieu pour ses compatriotes qui ont massacré au nom du Christ. Alors qui est ce prêtre ? Il s'agit de frère Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas est né à Séville en 1472 en Espagne. Il participe à la colonisation des Amériques, son père d'ailleurs était un compagnon de Christophe Colomb, et obtient une encomienda, c'est-à-dire une vaste propriété sur laquelle on oblige les Indiens à travailler. Il commence alors peu à peu à prendre conscience du terrible traitement dont font l'objet les Indiens. Il se fait ordonner prêtre, entreprendra de nombreux voyages entre l'Amérique et l'Europe, afin de débattre du sort de ces populations. En 1542, il présente ses théories au Conseil des Indes. Son discours fait grande impression sur Charles Quint. Et le 20 novembre 1542, sont publiés, je suis désolée pour mon accent qui n'en est pas un, les Leyes Nuevas, c'est-à-dire les nouvelles lois qui abolissent les encomiendas et interdisent l'esclavage des Indiens. En 1543, Las Casas accepte l'évêché de Chiapas au Mexique, où le roi d'Espagne lui demande de mettre en pratique ses théories. Fort mal accueilli, il est contraint de regagner l'Espagne en 1547 et se retire au couvent de San Gregorio à Valladolid, où il participe d'août 1550 à avril 1551 à une controverse, cherchant à déterminer si les Indiens doivent être convertis ou non par la force et la contrainte. Ce débat l'oppose au chapelain de l'empereur, frère Juan Ginés de Sepúlveda, un fin lettré et partisan de la conquête, un théologien célèbre et reconnu. Celui-ci défend l'idée que les Indiens sont des êtres cruels et il met en avant leurs sacrifices humains. Il souligne la nécessité de les soumettre aux chrétiens, ne serait-ce que par humanité, afin de sauver au moins les victimes de ces rituels macabres et d'assurer aux Indiens le salut de leur âme par le baptême. Bartolomé de las Casas rappelle les souffrances infligées par les colons aux Indiens. Il soutient surtout que la pratique des sacrifices, si choquante soit-elle, procède d'un sentiment religieux. On offre à son Dieu uniquement ce qui est le plus précieux. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'un être humain qui nous est cher ? Dans ce débat qui fera date, il s'avère donc le plus moderne. De même, Las Casas contestera le principe de la conversion forcée, assurant que pour qu'une conversion soit vraie et efficace, il faut qu'elle soit choisie et non pas imposée à quelqu'un.
Il prône ainsi le respect des coutumes et la liberté des peuples. L'empereur, ému par sa plaidoirie, décide de sévir contre les abus en Amérique. Mais les colons, protégés par l'éloignement, contourneront les interdictions de l'empereur. En revanche, ils retiennent une ancienne suggestion de Las Casas. Il avait suggéré de recourir à des travailleurs africains plutôt qu'aux Indiens, parce que les Africains étaient des populations soi-disant plus résistantes. C'était le début de la traite des Noirs. Las Casas s'en repentira plus tard d'ailleurs, longuement, dans son Histoire des Indes, publiée en 1560. Bartolomé de Las Casas mourra à Madrid en 1566. Las Casas apparaît donc comme une des premières grandes figures historiques à avoir dénoncé le colonialisme espagnol et ses cruautés. Or, rappelons qu'au XIXe siècle durant lequel Félix Parra peint son tableau, le Mexique, qui a obtenu son indépendance avec l'Espagne, cherche justement des figures héroïques et anti-espagnoles. Las Casas est donc l'homme de la situation. C'est pourquoi il est peint ici tel un héros noble et pur, prenant parti pour les populations innocentes et opprimées par l'envahisseur espagnol. La taille de la toile, qui est gigantesque, plusieurs mètres de haut et de large, est par ailleurs pensée pour mettre cette figure en valeur, pour faire de lui un grand homme. Félix Parra crée grâce à ce tableau un héros national mexicain, mis en scène dans une posture qui n'a d'ailleurs pas sans rappeler la posture des statues de saints dans les églises. Plus qu'un héros, Las Casas apparaît véritablement comme un saint. Ce tableau témoigne de la construction d'un nationalisme mexicain, tant du point de vue de la réalisation artistique, un néoclassicisme à la mexicaine, que du point de vue de l'héroïsation d'une figure historique, celle de Bartolomé de Las Casas. Bartolomé de Las Casas qui deviendra ainsi une pièce maîtresse pour l'émergence de ce nouveau nationalisme. Toutefois, il ne faudrait pas oublier que Las Casas, s'il est vrai qu'il a beaucoup œuvré pour la cause indienne, est loin d'avoir été un personnage irréprochable. Malgré toutes ces années passées en territoire américain, il n'a par exemple jamais vraiment appris la langue de ces indigènes qu'il a si ardemment défendus. Il a lui-même possédé des esclaves. Et s'il ne voulait pas imposer sa religion de force aux populations indiennes, il n'a jamais renié la nécessité de devoir les évangéliser un jour ou l'autre. Son intérêt, pour certains historiens d'ailleurs, ne se portait en réalité pas sur le sort des Indiens, mais sur celui des Espagnols, dont il craignait que les mauvaises actions leur ferment un jour les portes du paradis. On pourrait donc, pour ce tableau, parler presque d'œuvre de propagande, puisque la figure historique de Las Casas est détournée au profit de la volonté du gouvernement de créer une identité nationale mexicaine forte et bien détachée d'une ancienne identité espagnole. Ce fut d'ailleurs l'époque à partir de laquelle de nombreux artistes mexicains commencèrent à utiliser l'image indigène en l'exaltant ou en présentant les Amérindiens comme des martyrs des Espagnols. Je vous laisserai donner votre opinion personnelle sur l'œuvre. La controverse de Valladolid est un roman écrit en 1992 par Jean-Claude Carrière, adapté en pièce de théâtre puis en téléfilm la même année, avec notamment l'acteur Jean-Pierre Mariel dans le rôle de Las Casas. Il s'agit d'une interprétation romancée des faits historiques. En effet, si dans le film, comme dans le roman Sepulveda et Las Casas se disputent énergiquement au sujet de la cause indienne, on ignore en réalité s'ils se sont même un jour rencontrés, ou si le débat est resté uniquement par écrit, par lettre. De manière épistolaire donc. En outre, contrairement à ce qui est mis en scène dans le roman ou dans le film, la controverse de Valladolid n'a jamais porté sur l'humanité ou non des Indiens. Cette question avait déjà été tranchée en 1537. Le pape de l'époque avait déjà affirmé que les Indiens étaient bien des êtres humains avec une âme. La controverse portait uniquement sur la question suivante. Il s'agissait de savoir de quelle manière il convenait d'évangéliser les Indiens. Toutefois, la prestation remarquable et animée de Jean-Pierre Mariel marque les esprits et contribue, tout comme le tableau de Félix Parra, à faire de Las Casas un véritable héros.
Pour commencer, signalons simplement une autre toile de Félix Parra, peinte en 1877, et s'appelant Épisode de la conquête, qui représente Cortés au sommet d'une pyramide, après un massacre, un peu comme si le peintre nous montrait là l'autre côté du tableau que nous avons étudié, comme si c'était l'envers de la pyramide sur lequel nous venons quand même de passer un petit moment. Parlons surtout du peintre mexicain Leandro Izaguirre, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui peignit en 1893 la torture de Cuauhtémoc, une peinture qui est elle aussi extrêmement grande. Ses dimensions sont très larges, puisque c'est une peinture qui fait près de 3 mètres de haut pour 4,5 mètres de large. L'artiste, qui a tout comme Félix Parra travaillé à l'Académie de San Carlos, met lui aussi en scène la même période de l'histoire mexicaine, la colonisation espagnole. Si le massacre peint par Parra n'est pas clairement identifiable, en revanche, celle peinte par Izaguirre est tout à fait spécifique. Il s'agit du moment où Cortés tortura le dernier chef aztèque, Cuauhtémoc, qu'il était parvenu à capturer, après avoir réussi à prendre la capitale des Aztèques, en lui brûlant les pieds, et ce dans l'espoir de découvrir l'endroit où les Aztèques cachaient leur or. Cuauhtémoc refusa de donner à Cortés la moindre information. On pense d'ailleurs aujourd'hui qu'un tel trésor caché n'existait pas vraiment, mais bon. La lumière met en valeur en tout cas la figure de Cuauhtémoc, que l'œil voit en premier. C'est lui qui est au centre du tableau. Il gît à moitié nu, attaché à un bloc de pierre, avec ses jambes liées au-dessus d'un brasero. On a le sentiment d'ailleurs qu'il laisse volontairement ses pieds dans la flamme, comme une ultime marque de provocation et de courage face à l'envahisseur. Il regarde son tortionnaire, droit dans les yeux, en colère, avec un air de défi. Il n'est ni soumis, ni faible. Cortés, face à lui, semble froid et ne manifeste aucune émotion particulière. En peignant ainsi les deux personnages face à face, le peintre inverse les rôles. Le vaincu devient le vainqueur. Leandro Izaguirre, dans cette peinture qui reprend les codes néoclassiques, comme le faisait Félix Parra, fait de Cuauhtémoc une figure de la résistance, de l'héroïsme et du courage mexicain, tout en présentant le peuple espagnol comme froid et uniquement motivé par l'appât du gain et de l'or. Bonne orale à vous.